Bienvenue à tous pour ce petit webinaire sur le thème de la vaccination chez l'adolescent et le jeune adulte en pharmacie. Je vais peut-être me présenter. Moi, je suis Alicia Petit, je suis pharmacienne adjointe en officine en Occitanie et formatrice. Et donc, avant de commencer, je voulais vraiment remercier chaleureusement les différents URPS qui ont permis que ce webinaire soit possible. Donc, l'URPS pharmacien Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, ainsi que les laboratoires Pfizer avec qui ce webinaire est en collaboration. Dernier petit mot avant de débuter, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, on a prévu une dizaine de minutes en fin de session pour répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet conversation. Vous pouvez les taper à l'écrit et on prendra quelques minutes en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Voilà, s'il y a des choses sur lesquelles je suis passée un peu vite ou qui vous paraissent pas claires, n'hésitez pas. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être la vaccination des adolescents et des jeunes adultes. Alors, on va voir un petit peu les différents vaccins qu'on peut faire dans cette population. Vous verrez, pour chaque vaccination, j'ai fait un petit peu le même déroulé. À chaque fois, on va revoir un petit peu les pathologies, parce que je trouve que quand on vaccine en pharmacie, c'est toujours bien d'être capable d'expliquer pourquoi on vaccine et finalement qu'est-ce que c'est que la pathologie pour laquelle on protège. Donc, il y aura un petit rappel bref sur les pathologies en question. On reverra les schémas de vaccination et puis à chaque fois, on fera un petit cas pratique pour faire des mises en situation et répondre aux questions un peu les plus courantes qui peuvent nous poser souci parfois au comptoir. Donc, on va débuter avec la vaccination DTP coqueluche, qui est une des vaccinations les plus courantes qu'on fait en pharmacie. Alors, je vous disais un petit rappel sur les pathologies, ça je vais essayer de le faire assez bref, mais pour quand même vous donner des petites idées sur les différentes maladies. Donc, le DTP coqueluche, le D c'est pour diphtérie. Diphtérie, c'est une maladie qui n'existe quasiment plus en France, il y a une dizaine de cas à peu près en France. C'est souvent des cas importés d'ailleurs plutôt de l'Europe de l'Est ou d'Afrique, Chine, Russie et Afrique. Donc, c'est une maladie pour laquelle on vaccine encore parce que même s'il y a très peu de cas en France, comme ça existe encore à l'étranger, en fait, si on arrêtait de vacciner, on pourrait très vite se retrouver avec des cas beaucoup plus importants en France. On l'a vu avec les épidémies de Covid, hein, c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde qu'on n'est pas atteint. Donc, c'est une maladie pour laquelle on continue de vacciner parce que ça existe encore au niveau mondial. Et surtout, c'est une maladie qui peut être grave. Elle est mortelle sur un cas sur 10. La diphtérie, c'est une pathologie qui donne des angines pseudomembraneuses, des atteintes au niveau du larynx. Et puis surtout, ça fait des complications liées à la toxine qui peuvent donner des cas graves, voire mortels. Donc ça, c'est la diphtérie. Le vaccin DTP protège également contre le tétanos. Alors le tétanos, c'est aussi quand même assez rare maintenant en France. Mais la spécificité du tétanos, c'est que c'est une pathologie qu'on ne peut pas éradiquer et il n'y a pas d'immunité collective grâce à la vaccination. Ça, c'est un des rares vaccins pour lesquels on se vaccine vraiment pour soi, parce qu'en fait, c'est une maladie qui ne se transmet pas de personne à personne. Le principe du tétanos, c'est qu'en fait, on retrouve la bactérie au niveau du sol et des déjections animales, donc au niveau de la terre. Et en fait, la bactérie va rentrer sous forme de spore par une plaie. Quand ça rentre dans l'organisme, ça va libérer des toxines qui se retrouvent dans le sang. Et donc, les formes cliniques sont liées à la toxine qui va engendrer des contractures musculaires, des convulsions et également des décès. Donc, pareil, on vaccine contre cette pathologie. Là, il faut vraiment que toute la population soit vaccinée à jour parce que c'est vraiment une protection individuelle. Et on vaccine parce que c'est une pathologie qui est grave sans être quand on n'est pas vacciné. Troisième pathologie dans le DTP coqueluche, c'est la polio. Alors, on en entend moins parler parce que la polio, il n'y en a plus en Europe depuis 2002. Mais même principe que la diphtérie, il y a encore des cas dans certains pays du monde. Donc, on continue de faire de la prévention vaccinale. La polio, c'est un virus qui se transmet surtout par les selles, l'eau contaminée et l'alimentation. Et donc, ça donne là plutôt des signes cliniques d'atrophie musculaire, de paralysie. Souvent, c'est les jambes qui sont touchées ou les bras. Voilà, donc ça fait des membres qui sont petits, qui sont paralysés. Et c'est également une pathologie grave qui peut être mortelle, notamment par asphyxie respiratoire. Donc, même principe un peu que la diphtérie, on vaccine toujours contre la polio parce que ça existe encore, c'est pas éradiqué au niveau mondial et c'est une pathologie qui est grave. J'ai marqué MDO, c'est maladie à déclaration obligatoire.
Et puis donc, dernière pathologie pour laquelle les vaccins DTP coqueluche protègent, c'est la coqueluche. Donc ça, c'est une pathologie qu'on connaît un peu plus en pharmacie. La coqueluche est due à une bactérie. C'est une bactérie qui est très contagieuse, qui se transmet par voie respiratoire. Et alors, le gros problème de la coqueluche, en fait, on vaccine un petit peu toute la population contre la coqueluche parce qu'on vaccine les tout petits pour éviter qu'ils fassent des formes graves. 90% des décès liés à la coqueluche surviennent avant l'âge de 6 mois. Donc, c'est pour cette raison qu'on vaccine les tout petits, notamment avec les vaccins obligatoires. Et puis, on vaccine aussi les adultes parce que les adultes, même s'ils ont tendance à faire des formes un peu moins graves, enfin, être un peu moins à risque, bon, ils peuvent faire des formes graves, mais surtout, ils transmettent aussi aux enfants. Donc, on protège les adultes pour éviter aussi qu'ils contaminent les enfants. Mais bon, voilà, c'est une pathologie qui peut toucher toute la population. Et donc, la coqueluche, le tableau clinique, c'est des grosses quintes de toux, surtout la nuit, entrecoupées du fameux chant du coq. Et puis, ça fait des complications pulmonaires, respiratoires. Donc, voilà, c'est une pathologie aussi qui peut être grave, notamment chez les tout petits ou chez des patients à risque. Voilà, donc je trouvais ça bien de faire un petit rappel un petit peu sur les différentes pathologies pour être capable au comptoir d'expliquer à un patient qui vient au comptoir se faire vacciner pourquoi c'est important de faire ce vaccin et quels sont les impacts des maladies pour lesquelles on vaccine. Alors, au niveau du schéma vaccinal du DTP coqueluche, vous avez les vaccins obligatoires chez les tout-petits. Bon, ça, c'est pas l'objet de la visio d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on va faire en pharmacie, ça va être le rappel. Alors, il y a le vaccin chez les bébés. Il y a une vaccination, il y a une dose qui est prévue à l'âge de 6 ans avec un grand dosage de DTP coqueluche. Et puis ensuite, il y a le rappel entre 11 et 13 ans. Donc là, on passe à des petits dosages de DTP coqueluche. Donc, rappel à 11-13 ans. Et ensuite, c'est à âge fixe, donc 25, 45, 65, et ensuite tous les 10 ans, donc 75, 85, 95 ans, etc. Ça, cette diapo-là, je vous ai mis un petit dessin dans le coin en haut à droite. J'aime bien dire que c'est, comment dire, c'est le bon élève entre guillemets. Ça, c'est le patient qui vient pile aux bons âges, qui a été vacciné à chaque fois aux âges fixes et qui vient dans les clous. Donc ça, c'est le patient idéal. On va avoir un autre cas de figure. Alors là, j'appelle ça un peu le bonnet d'âne, entre guillemets, hein, pour rigoler, mais le deuxième cas, c'est le patient qui n'a jamais été vacciné. Alors, ça peut encore arriver, par exemple, des patients qui ne vivent pas en France, ou ça peut être surtout le cas quand il n'y a aucune preuve de vaccination. Les patients qui n'ont aucune preuve sont considérés comme jamais vaccinés s'ils n'ont plus du tout de carnet de santé parce qu'ils l'ont perdu, qu'il n'y a aucune trace écrite qu'ils ont déjà fait un vaccin DTP coqueluche dans leur vie. Eh ben, c'est des patients à qui on va faire un schéma de primo-vaccination. Donc, vous l'avez là, c'est M0, M2, M8. Et ensuite, on recale sur les âges fixes classiques. Ça, c'est des schémas un peu complexes où c'est conseillé d'avoir un avis médical, donc vous ne serez peut-être pas forcément confronté en pharmacie, mais voilà, c'est pour la culture générale. Donc, on a vu le bon élève, entre guillemets, celui qui n'a jamais été vacciné ou qui n'a aucune preuve. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'est le cas entre les deux. Donc, c'est entre le bon élève et le mauvais élève. Bon, entre guillemets, hein, je dis ça avec des pincettes. Le entre les deux, c'est le patient qui a déjà été vacciné dans sa vie, qui a des preuves de vaccination, donc il vient avec son carnet de santé. Il a été vacciné, par exemple, à l'âge de 18 ans, et puis il revient à 49 ans se faire vacciner. Et donc là, on est quand même très souvent confronté à ce cas-là en pharmacie, de se dire, ben, est-ce qu'il faut le vacciner tout de suite? Est-ce qu'on attend l'âge fixe suivant, c'est-à-dire 65 ans? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, la réponse est très facile. En fait, il y a un tableau qui est prévu. Ça, c'est un tableau officiel qui est publié dans le calendrier vaccinal et en fait qui vous permet de croiser. Donc, en colonne, vous avez l'âge qu'a le patient au moment où il vient vous voir à la pharmacie. Et en ligne, vous avez l'âge qu'avait le patient au moment de son dernier vaccin DTP coqueluche. Et donc, en croisant ça, ça vous dit si on est vraiment en retard et il faut faire le vaccin tout de suite ou si on peut attendre l'âge fixe suivant. Donc ça, il y a juste à appliquer. C'est un tableau qui permet en fait de recaler au maximum tout le monde sur des âges fixes pour que ça soit plus simple à suivre pour les professionnels de santé. Voilà. Et donc ça, ces cas-là, on peut prescrire et on peut injecter en pharmacie. Il n'y a pas besoin de passer par la case médecin. Il suffit de se fier au tableau si le patient a une preuve de vaccination antérieure. Donc, on a vu les petits rappels sur la pathologie, on a vu les schémas de vaccination, donc le schéma classique où les gens viennent pile au bon âge
et puis le schéma de rattrapage si les gens sont en retard par rapport à l'âge normal où ils auraient dû le faire. Et donc, pour mettre tout ça en application, on va avoir un petit cas pratique. Alors là, c'est Marie qui a 13 ans, qui vient à la pharmacie pour faire son rappel DTP coqueluche. Donc, elle vous présente son carnet de vaccination que vous avez en image. Donc, elle a fait les vaccins obligatoires là, chez les tout petits. Et puis, elle a fait, à l'âge de 7 ans, un vaccin Répévax. Alors, la première question, c'était quel vaccin prescrivez-vous à Marie pour son rappel dès 11-13 ans? Là, il y avait le choix entre un vaccin DTP coqueluche petit dosage ou un vaccin grand dosage. Alors, normalement, si vous suivez le calendrier vaccinal, normalement, à 11-13 ans, c'est un vaccin petit dosage qui doit être fait. Donc, normalement, à 6 ans, c'est un grand dosage et à 11-13 ans, c'est un petit dosage. Donc, grand dosage puis petit dosage. Il se peut, quand il y a des contextes de rupture, qu'il y ait un petit dosage qui ait été fait à 6 ans. Dans ce cas, on inverse. Donc, c'est un cas un peu particulier, mais il faut bien penser à inverser. Si un petit dosage a été fait à l'âge de 6 ans, on fait un grand dosage à l'âge de 11-13 ans, on rappelle. Donc, ça, c'est le cas, par exemple, de Marie. Normalement, ça aurait dû être un petit dosage, mais comme elle avait fait un petit dosage à l'âge de 6 ans, et ben là, on va switcher, on va faire un grand dosage entre 11 et 13 ans. La deuxième question, c'était quand s'effectuera le prochain rappel de Marie. Donc, elle vient à 11-13 ans dans les clous. Donc, le prochain âge fixe, c'est 25 ans. Et puis, la troisième question, en cas de vaccination d'un mineur, il faut obligatoirement son consentement en plus de celui de ses parents. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, j'en ai profité aussi. Là, c'est pas une question liée au DTP coqueluche, mais j'en ai profité un petit peu pour mettre des questions de choses des questions qui me reviennent souvent en formation et qui sont pas toujours très claires pour les pharmaciens ou les préparateurs. Donc, pour la vaccination des mineurs sur le consentement, il faut le consentement libre et éclairé du mineur. Et pour les mineurs, il faut également le consentement des parents. Et pour les vaccins qui sont recommandés, comme c'est le cas pour le DTP coqueluche, il y a une réponse officielle de l'ordre et de la DGS donc c'est écrit noir sur blanc sur le site de l'ordre des pharmaciens. Il y a bien marqué que pour la vaccination des mineurs, il faut le consentement des deux parents. Et par contre, si vous posez la question, le consentement oral suffit. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une trace écrite. Il faut l'accord des deux parents, mais ça peut suffire à l'oral. Par contre, c'est quand même vraiment recommandé d'avoir une trace écrite parce que si jamais il y avait un conflit ou un litige, ça permet d'avoir une preuve et de gagner du temps et que ça soit beaucoup plus facile. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'obligation de signature écrite. On peut avoir que le consentement à l'oral, mais du mineur et des deux parents. Voilà, donc ça c'était pour la vaccination DTP coqueluche. J'ai essayé de vous refaire un petit peu un point sur à la fois les pathologies, les schémas de vaccination, donc pile au bon âge ou le rattrapage si les gens sont en retard, et puis le petit cas pratique de Marie. On va passer, je pense que les questions, on reverra un petit peu après. On fera une session en fin de session, on prendra quelques minutes pour répondre aux questions, on fera un petit check des questions. Alors, pour continuer, on va parler de la vaccination papillomavirus, qui est un des grands vaccins aussi qu'on fait chez les adolescents et les jeunes adultes. Donc, le papillomavirus, petit rappel sur la maladie. Il y a plein de papillomavirus différents. Il y en a à peu près 40 qui sont à tropisme génital. Il y en a certains qui sont à risque oncogène. Le papillomavirus, en fait, il y a énormément d'adultes qui ont déjà été confrontés au moins une fois dans leur vie. Donc, il y a presque 75% des adultes qui l'ont déjà eu une fois dans leur vie. Le papillomavirus, qui est traître, c'est que ça se transmet par voie sexuelle, entre guillemets, mais ça se transmet aussi par contact direct et indirect. Donc, méfiez-vous, le préservatif ne protège pas à 100% contre le papillomavirus. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plupart des adultes et des jeunes adultes et des ados, en fait, au cours de sa vie, on est contaminé par une souche de papillomavirus. En général, le corps, au bout d'un an et demi, l'élimine spontanément. Et puis, peut-être qu'éventuellement, au cours de sa vie, on va être exposé à un autre papillomavirus, on va l'éliminer, voilà. Le problème, c'est que de temps en temps, dans à peu près 10% des cas, le corps n'arrive pas à éliminer la souche papillomavirus et donc le virus persiste. Alors, si on tombe sur un papillomavirus qui n'est pas oncogène, ça peut donner des condylomes, des virus génitales, mais on peut aussi tomber sur une souche qui est à risque oncogène.
Et donc là, c'est des souches qui peuvent donner des cancers. Alors, le fameux cancer du col de l'utérus qu'on connaît bien. Et puis, ça peut aussi donner des cancers au niveau ORL, au niveau des amygdales, au niveau des parties génitales féminines et masculines, au niveau anal. Donc, la vaccination papillomavirus, moi, au comptoir, je donne toujours 3 messages clés quand je parle du papillomavirus avec les parents ou les ados. Déjà, j'explique bien qu'il faut vraiment vacciner les filles et les garçons. Alors, les garçons, parce qu'ils risquent de transmettre aux filles. Et puis, je viens de vous le dire, les garçons sont aussi concernés parce qu'il y a des cancers au niveau anal, au niveau ORL. Donc, ce n'est pas un virus qui touche uniquement les filles. Le deuxième message, c'est qu'on essaye de vacciner le plus tôt possible. On entend encore trop souvent au comptoir des patients qui vous disent « Oui, mais moi, j'attends que mon enfant ait des relations sexuelles, j'ai pas besoin de le vacciner à 11 ans. » Ça, c'est une fausse idée. Plus on vaccine tôt, plus l'efficacité est bonne. Donc, on peut vacciner dès l'âge de 11 ans, même si l'ado va avoir les premières relations sexuelles à l'âge de 18 ans. On peut commencer la vaccination dès l'âge de 11 ans. Et on aura une meilleure efficacité. Et puis, le troisième message, pour les filles notamment, c'est que ça ne se substitue pas à la surveillance, donc les dépistages par les frottis et puis la surveillance chez les sages-femmes ou gynécos. Voilà. Donc, il faut bien avoir en tête, ça ne protège pas à 100%, il faut quand même se faire suivre. Les schémas de vaccination pour le papillomavirus. Alors, je pense que vous les connaissez bien, mais je vais faire un tout petit rappel. Il y a 2 schémas de vaccination principaux. Si la vaccination est commencée entre 11 et 14 ans, c'est 2 doses. Donc, M0 et la deuxième dose entre 5 et 13 mois après. Et puis, l'autre schéma de vaccination, c'est si c'est débuté entre 15 et 19 ans, ça va être un schéma à 3 doses, M0, M2, M6. Ça, c'est des schémas qui concernent les filles et les garçons. Il y a une extension d'indication jusqu'à l'âge de 26 ans, mais uniquement pour les hommes homosexuels. La HAS a recommandé que ça soit étendu jusqu'à 26 ans chez les filles et les garçons, mais ce n'est pas encore publié au calendrier vaccinal. C'est une recommandation de la HAS pour l'instant seulement. Mais voilà, pour les hommes homosexuels jusqu'à 26 ans, parce que c'est des populations qui sont plus à risque, on peut aussi faire le schéma à 3 doses. Voilà. En tout cas, retenez, c'est 2 doses ou 3 doses en fonction du début de vaccination. Et donc maintenant, on vaccine filles et garçons. Alors, petit cas pratique pour mettre en application. Donc là, nous avons le cas de Léa qui a 18 ans. Et donc, quand elle vous montre son carnet de santé, vous voyez qu'elle a fait un Gardasil 9, donc un vaccin HPV à l'âge de 14 ans. Et donc, elle revient faire sa deuxième dose, elle a 18 ans. Elle est un peu en retard, mais bon. Alors, première question, bon ça c'est de la culture générale, quasiment 100% des cancers du col de l'utérus sont dus au papillomavirus. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors là, la réponse est vraie. C'est un des moyens les plus efficaces contre le cancer du col de l'utérus de vacciner contre le papillomavirus parce que quasiment 100% sont dus à ce virus. La deuxième question, combien de doses au total comportera le schéma de vaccination de Léa? Alors ça, j'ai voulu mettre cette question parce que ce n'est pas toujours clair pour les équipes officinales. Si on revient sur les schémas de vaccination, le schéma 2 ou 3 doses, c'est bien en fonction de l'âge où a été commencée la vaccination. Donc, si Léa, elle a fait sa première dose de Gardasil 9 à l'âge de 14 ans, donc la vaccination a été commencée entre 11 et 14 ans, donc ça sera un schéma à 2 doses. Donc, ça ne sera pas 3 doses pour elle, ça sera 2 doses. En théorie, la deuxième dose était entre 5 et 13 mois après la première dose. Bon, là, on a largement dépassé. Mais ça, c'est une règle générale du rattrapage vaccinal, c'est qu'en matière de vaccination, c'est valable pour quasiment tous les vaccins. En matière de vaccination, quand on a un retard sur le schéma de vaccination, on ne recommence jamais à zéro. Toutes les doses injectées comptent et on reprend le schéma de vaccination là où on s'est arrêté, en respectant les minimums d'intervalle. Donc là, pour Léa, elle a fait sa première dose à 14 ans, on lui fait sa deuxième dose dès que possible à 18 ans, et ensuite le schéma de vaccination sera terminé. Et puis, dernière question sur le papillomavirus. C'était une question sur la surveillance post-vaccinale. Donc, est-ce qu'à partir de la deuxième dose, elle n'est plus obligatoire en officine ou est-ce qu'elle est obligatoire et le patient doit être assis ou allongé à même le sol? Ça, c'était pour refaire un petit point, juste pour vous dire, de façon globale, il est quand même vivement recommandé de garder les patients en observance 15 minutes, en observation, 15 minutes pour, voilà, au cas où il y avait un choc anaphylactique. Mais le papillomavirus, c'est spécifique, c'est qu'en plus de cette surveillance 15 minutes, il faut les laisser au sol, donc assis ou allongés au sol. Ça, c'est pour éviter le risque de chute si jamais il faisait un petit malaise vagal, enfin un petit coup de stress.
Voilà, c'est pour éviter les accidents. Donc, il y avait eu un DGS en obligation maintenant de les garder un quart d'heure et au sol. Voilà, donc là, c'était le papillomavirus. Troisième grand vaccin qu'on va pouvoir faire chez les ados. Alors, celui-là, il est moins connu parce que les recommandations sont assez récentes. Et voilà, les équipes au final sont un peu moins au point sur ce vaccin-là. C'est la vaccination méningocoque. Alors, petit rappel sur les méningocoques, c'est dans le mot. Alors, ça, quand vous en parlez au comptoir, en général, les gens sont quand même réceptifs parce que méningocoque, on pense tout de suite à méningite. Et donc, c'est un mot pour le grand public, c'est un mot qui fait peur et voilà, ils sont quand même assez sensibles à ça. Les infections invasives à méningocoque, il y a 3 grands moments de la vie où c'est un peu à craindre. Même si ça peut toucher tous les âges, hein. C'est entre 0 et 4 ans, les jeunes adultes et les ados, donc c'est pile la thématique d'aujourd'hui. Et puis après, on a une autre population à risque qui est les plus de 90 ans. Il y a plusieurs types de méningocoques, hein. Il y a le B, qui est le majoritaire en France, il y a le W, le Y. Il y en a d'autres qu'on retrouve notamment à l'étranger aussi. Et donc, ça, je pense que vous l'avez en tête, hein, les méningocoques, le gros problème, c'est les infections invasives, dont les méningites. Mais bon, il y a aussi voilà, d'autres complications invasives. Et donc, c'est des pathologies qui sont très graves, qui peuvent être mortelles. Et donc, c'est important d'être vacciné parce que ça permet, en étant vacciné, d'avoir des formes moins graves. Et puis, pour certains vaccins, notamment les vaccins conjugués, ça agit aussi sur le portage pour éviter la transmission de personne à personne. Donc ça, l'avantage, c'est que malheureusement, je pense que vous l'avez vu, hein, avec les cas qu'il y a eu à Rennes et en Bretagne, voilà, ça a été assez médiatisé. Donc au comptoir, quand on en parle, les gens sont un peu plus sensibles parce que ça a été beaucoup médiatisé ces derniers mois. En France, sur les méningocoques, on a 2 vaccins. On a le vaccin méningocoque B. Alors, le vaccin méningocoque B, il y a la vaccination maintenant qui est obligatoire chez les tout petits. Alors, pour culture générale, il y a une décision ministérielle du mois d'avril qui vient de sortir, qui étend cette vaccination en rattrapage jusqu'à l'âge de 4 ans. Donc ça, c'est chez les tout petits. Et puis, dans le calendrier vaccinal, il est noté qu'entre 15 et 24 ans, on a possibilité de proposer la vaccination méningocoque B. Il y a une espèce de flou un peu juridique sur le sujet, mais voilà. Il y a différents schémas de vaccination en fonction du vaccin qu'on utilise. Donc, le vaccin, il y a le vaccin Bexsero qui est le schéma à 2 doses M0M1. Et vous avez le vaccin Trumemba qui se fait en 2 ou 3 doses. Ça, c'est le méningocoque B. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin qui protège contre les méningocoques ACWY. Donc, pareil, il y a la vaccination des tout petits où on peut faire un rattrapage jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis, nouveauté du calendrier vaccinal, c'est que maintenant, il est recommandé de vacciner. D'ailleurs, on voit de plus en plus de prescriptions des médecins. Hein. Il est recommandé de vacciner contre les méningocoques ACWY les jeunes entre 11 et 24 ans. Le gros avantage, c'est que c'est une seule dose. Et là, il y a 3 spécialités. Hein. Il y a le Nimemrix, le Menveo ou le Menpoids-Fi. Et c'est une seule dose qu'on peut proposer en systématique entre 11 et 24 ans à tous les ados et les jeunes qui viennent à la pharmacie. On a le droit, si on est formé, on a le droit de le prescrire, on a le droit de l'injecter en pharmacie, voilà, sans passer par la case médecin si on est prescripteur. Alors, petite mise en application. Là, on va voir le cas de Mathieu qui a 24 ans et qui vient pour se faire vacciner contre le méningocoque ACWY. Alors, je viens de vous dire que la vaccination, on pouvait faire entre 11 et 24 ans révolus, mais est-ce que vous êtes bien au point sur ce que ça signifie 24 ans révolus? Est-ce que c'est jusqu'au jour d'anniversaire des 24 ans ou est-ce que c'est jusqu'à la veille de l'anniversaire des 25 ans? Alors, la bonne réponse, c'est la deuxième. Pour la vaccination méningocoque, on peut vacciner jusqu'à la veille de l'anniversaire des 25 ans. Et puis, deuxième question, j'en profite voilà, pour vous parler de ça parce que, pareil, ce n'est pas toujours très clair. Mathieu, il a un frère qui a 32 ans et qui vient aussi à la pharmacie, qui vous demande si vous pouvez le vacciner également parce qu'il part à l'étranger. Est-ce qu'on peut ou pas injecter ce vaccin? Alors là, malheureusement, hein, j'espère que ça changera dans les années à venir, mais pour l'instant, la réponse est non. Ça, que ça soit bien clair, hein, la vaccination des voyageurs n'est pas autorisée en pharmacie actuellement, tout simplement parce que les textes de loi ont prévu qu'on puisse faire les vaccins qui sont inscrits au calendrier vaccinal. Et donc, les recommandations pour un voyage, ce n'est pas inscrit au calendrier vaccinal. Donc, s'il n'y a que la raison du voyage, on ne peut pas vacciner.
y compris si on a une prescription d'un médecin. Donc, si vous avez une prescription médicale, vous pouvez délivrer, mais l'injection devrait être faite par le médecin si la raison, c'est un voyage. Voilà, donc les méningocoques, je vous invite vraiment à en parler au comptoir, même si on a de plus en plus de prescriptions des médecins, mais essayez d'être proactif sur le sujet parce que les couvertures vaccinales sont encore très faibles. Et donc, on peut le proposer à tous les 11-24 ans qui viennent à la pharmacie. C'est une seule dose, donc c'est facile à faire et on a le droit de le prescrire. Voilà. Donc ça, c'était les méningocoques. Quatrième vaccin qu'on va faire chez les ados et les jeunes adultes, on n'y pense pas beaucoup aussi, celui-là, c'est la vaccination hépatite B. Alors, un petit rappel très bref, l'hépatite B, c'est un virus qui se transmet essentiellement par voie sexuelle ou par voie sanguine. Il y a aussi une contamination materno-fœtale qui est possible. C'est quand même assez courant, l'hépatite B. Il y a à peu près 280 000, un peu plus, porteurs chroniques. C'est 1500 décès par an en France quand même. Et le souci de l'hépatite B, c'est que ça donne beaucoup de formes qui sont asymptomatiques. Et donc, il y a énormément de patients qui sont porteurs chroniques sans le savoir. Vous voyez, je l'ai noté, hein, il y a un malade sur 2 qui est porteur du virus sans le savoir, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait des formes asymptomatiques, ça peut faire des formes aiguës, et puis surtout, ça fait des formes chroniques dans 10% des cas. Et là, donc, on se retrouve avec des hépatites chroniques, des cirrhoses, des carcinomes hépatocellulaires, etc. Alors, maintenant, la vaccination est obligatoire chez les tout-petits, donc les couvertures vaccinales commencent à s'améliorer. Mais on a encore pas mal d'ados parce que les vaccins, les 11 ou enfin maintenant les 15 vaccins obligatoires, c'est pour les enfants nés depuis 2018. Donc avant, la vaccination n'était pas obligatoire. Et donc, on a encore pas mal, si vous posez la question et que vous regardez les carnets de vaccination, on a encore pas mal de jeunes et d'ados qui n'ont jamais été vaccinés contre l'hépatite B. Donc, sachez qu'on peut le faire. C'est prévu au calendrier vaccinal. Entre 11 et 15 ans, si le patient n'a jamais été vacciné, on peut le vacciner. Et donc ça, on peut le proposer, on peut le prescrire, on peut l'injecter. Et donc là, le schéma, alors, il y a 2 schémas. Il y a un schéma en 3 doses. Attention, là, c'est avec le dosage enfant. Donc, c'est l'Angérix B10 ou le HB Vaxpro 5. Donc, ça, c'est le dosage enfant en 3 doses. Ou alors, on peut faire un schéma en 2 doses, M0, M6, mais alors là, c'est avec l'Angérix B20. Donc, pas le B10, le B20. Voilà. Donc, méfiez-vous des spécialités. 3 doses, c'est le dosage enfant, ou 2 doses avec le dosage Angérix B20. Ça, c'est ce qu'on peut proposer en systématique dans la population générale. Pour info, au-dessus de 15 ans, on peut encore vacciner, donc à partir de 16 ans, mais on peut vacciner que les patients à risque. Alors, dans le calendrier vaccinal, vous avez toute la liste des patients qui sont considérés comme à risque d'hépatite B. Vous avez par exemple les gens qui ont une hépatite C, vous avez les gens qui sont VIH positifs, les détenus, vous avez aussi partenaires sexuels multiples, pratiques sexuelles à risque. Enfin, voilà, il y a toute une liste de patients à risque. Et donc, au-dessus de 16 ans, on ne peut pas vacciner tout le monde, on a le droit de vacciner que les gens à risque. Mais en fait, cette liste, il y a quand même pas mal de patients concernés. Et donc, au-dessus de 16 ans, il y a 3 schémas de vaccination différents. Alors, soit le schéma classique qui est le schéma en 3 doses M0, M1, M6, qui se fait avec les dosages adultes à partir de 16 ans. Donc là, ça sera l'Angérix B20 ou l'HB Vaxpro 10. On peut aussi, la colonne du milieu, on peut éventuellement faire un schéma accéléré, notamment s'il y a un peu urgence, entre guillemets, à vacciner. Ça peut être le cas, par exemple, si vous avez des étudiants en santé qui ont besoin d'être vaccinés rapidement. À partir de 18 ans, on peut faire un schéma accéléré avec l'Angérix B20. Donc, c'est un schéma à J0, J7, J21 et un rappel au bout d'un an. Alors, surtout, ne pas oublier le rappel, la 4e dose au bout d'un an. Celle-là, elle passe souvent à la trappe et du coup, on n'est pas correctement vacciné. Il faut bien faire les 4 doses. Et la dernière colonne, vous aurez peut-être moins l'occasion de le faire, c'est si jamais il y a besoin de faire un schéma accéléré rapide et que l'Angérix B20 n'est pas disponible, on peut faire un schéma accéléré avec l'HB Vaxpro 10. Et donc là, c'est M0, M1, M2 et rappel à 1 an. Voilà. Donc, le cas classique, c'est la colonne de gauche. Si on doit faire un schéma accéléré Angérix B20, c'est la colonne du milieu. Et si l'Angérix B20 n'est pas disponible et qu'on doit faire un accéléré, il y a un schéma avec l'HB Vaxpro 10. Alors, petit cas pratique sur l'hépatite B.
On va prendre là le cas de Emric, qui a 19 ans. Donc, il a une ordonnance du médecin pour un vaccin hépatite B. A priori, ça serait parce que voilà, il a des partenaires sexuels multiples. Donc, très bien. En discutant avec Emric, il vous dit qu'il a des antécédents de sclérose en plaques dans sa famille. Alors, ça, c'est un truc qui est un peu polémique auquel je voulais répondre parce que voilà, on a encore souvent des interrogations au comptoir. Est-ce que c'est une contre-indication absolue à vacciner contre l'hépatite B? La réponse est non. Ça, c'est une fausse idée, hein. Il y a eu une étude il y a plusieurs dizaines d'années qui avait été publiée sur un potentiel lien entre la sclérose en plaques et le vaccin hépatite B. Cette étude s'est avérée biaisée et en fait, toutes les études qui ont suivi, aucune n'a jamais montré de lien entre les deux. Donc là, les antécédents familiaux de sclérose en plaques ne sont pas du tout une contre-indication à vacciner contre l'hépatite B. Voilà. Deuxième question, à l'interrogatoire du patient, donc pareil en discutant, vous apercevez qu'Emric il est immunodéprimé, il est sous traitement immunosuppresseur. Est-ce que vous pouvez faire le vaccin hépatite B? Alors ça, je trouvais intéressant de mettre cette question parce que encore la semaine dernière, j'ai entendu un médecin me dire « Ah, mais les immunodéprimés, vous ne pouvez pas les vacciner en pharmacie ». Je ne sais pas pourquoi on se fait un truc avec les immunodéprimés. Il ne faut pas se stresser avec les immunodéprimés. Les immunodéprimés, le seul cas pour lequel on n'a pas le droit d'injecter les vaccins, c'est les vaccins vivants atténués. C'est la seule contre-indication à l'injection en pharmacie. Les vaccins vivants atténués, il n'y en a pas beaucoup. Il y a par exemple le ROR, la varicelle, la dengue. Enfin voilà, il y a quelques vaccins vivants atténués. Mais en fait, quasiment tous les vaccins qu'on fait en pharmacie, ce sont des vaccins non vivants qu'on peut faire chez les immunodéprimés. La grippe, le Covid, le DTP coqueluche, le papillomavirus, les méningocoques, l'hépatite B, le Shingrix contre le zona, le vaccin pneumocoque. Tout ça, c'est des vaccins qui ne sont pas vivants. Et donc, c'est des vaccins qu'on peut faire chez les immunodéprimés. Donc, aucun souci avec les immunodéprimés, d'autant plus que c'est des patients qui sont plus à risque. Donc, au contraire, il faut les vacciner pour les protéger. La seule petite nuance, c'est que chez les immunodéprimés, pour certains vaccins, des fois, vous pouvez avoir des doses qui sont plus rapprochées ou des doses en plus ou des doubles doses parce que comme ils répondent moins bien au vaccin, des fois, il y a besoin de faire des doses en plus. Mais voilà, donc il faut bien vérifier s'il n'y a pas des schémas de vaccination spécifiques. Mais on peut prescrire, on peut injecter un vaccin hépatite B chez un immunodéprimé. Voilà. C'est le cas par exemple du vaccin hépatite B. Hein, il y a un schéma qui est prévu avec double dose pour les immunodéprimés parce qu'ils répondent moins bien. Mais aucun souci à le faire, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas un schéma spécifique immunodéprimé. Mais voilà, on peut faire un vaccin chez un immunodéprimé du moment que ce n'est pas un vaccin vivant atténué. Dernier cas de figure, je vais vous parler de la vaccination des futurs parents et notamment des femmes enceintes. Pour remettre un peu les idées au clair. Donc, la vaccination des femmes enceintes, il y a 4 vaccins qui sont recommandés et qu'on peut faire sans souci en pharmacie. Vous avez la grippe, le vaccin contre la Covid-19, le DTP coqueluche et le VRS. Alors, attention, je vous l'ai mis sous forme de tableau pour que ça soit le plus clair possible. Il y a des histoires de timing selon le moment de l'année. Il y a des vaccins qui se font que pendant certaines périodes de vaccination. La grippe, le Covid, le VRS, il y a des périodes de vaccination. DTP coqueluche, par contre, c'est toute l'année. Et puis, vous avez aussi une histoire de timing par rapport au moment de la grossesse. Donc, il faut croiser un peu tout ça. Grippe et Covid, par exemple, ça se fait à n'importe quel moment de la grossesse. Le DTP coqueluche, ça se fait entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Et le VRS, ça se fait entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Donc, ayez bien ça en tête. Il y a des moments de l'année pour certains vaccins, il y a des moments de la grossesse selon les vaccins aussi. Mais en tout cas, ces 4 vaccins sont recommandés chez les femmes enceintes. Alors, grippe Covid, DTP coqueluche, le DTP coqueluche, on en a parlé. Grippe Covid, je pense que maintenant, les pharmaciens, on ne maîtrise pas trop mal ces 2 vaccins. Donc, je voulais vous faire un petit focus quand même sur le VRS, parce que le VRS, finalement, c'est un vaccin qui est assez récent et sur lequel on est un peu moins informé. Donc, le VRS, c'est le virus respiratoire syncytial. Hein. C'est un virus qui donne les fameuses bronchiolites, qui peut donner des signes cliniques au niveau des voies respiratoires, faire des problèmes pulmonaires et respiratoires. Et donc, le VRS, ça touche un petit peu toutes les classes d'âge.
mais ça fait beaucoup des dégâts chez les petits jusqu'à peu près l'âge de 2 ans. Et puis, ça refait aussi des dégâts chez les patients à risque et notamment les patients âgés. D'ailleurs, il y a une vaccination qui est prévue chez les patients âgés. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une indication aussi à vacciner les patients âgés contre le VRS. Là, je vais vous parler plutôt de la protection des petits, mais voilà. Donc, pour protéger les petits, puisque ça fait partie des populations qui sont les plus à risque, de 0 à 2 ans, pour protéger contre le VRS et la bronchiolite à VRS, il y a 2 moyens de prévention. Il y a un premier moyen qui est de faire une injection d'anticorps monoclonal aux nourrissons. Donc ça, c'est les fameuses injections qui sont faites à la maternité. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a eu un DGS qui est sorti. Pour l'hiver prochain, ils ont indiqué l'immunisation par anticorps monoclonal jusqu'à l'âge de 2 ans pour protéger les enfants pour leur premier et leur deuxième hiver. Donc ça, c'est l'injection d'anticorps monoclonaux. Ce n'est pas un vaccin. Deuxième solution, donc là, c'est en injectant l'anticorps monoclonal au tout petit. Deuxième solution, c'est de vacciner les femmes enceintes. Alors là, le but, c'est le même principe un peu pour tous les cas de pathologie, grippe, Covid, DTP coqueluche et VRS. Quand on vaccine une femme enceinte, bon, certes, ça sert à la protéger elle, mais une des raisons pour laquelle on vaccine pendant la grossesse surtout, c'est qu'en fait, quand vous vaccinez une femme enceinte, elle va fabriquer des anticorps qui vont passer par voie transplacentaire chez l'enfant. Et donc là, notamment pour le VRS, et c'est pareil pour la coqueluche, un des gros intérêts, c'est qu'en fait, l'enfant, dès des 0 heures de vie, il va déjà naître avec les anticorps que sa mère lui aura fait passer. Et donc, ça permet d'être protégé dès la naissance. Donc, sur le VRS, il y a ces 2 techniques qui sont au choix. C'est les parents qui choisissent entre l'injection d'anticorps chez le bébé ou la vaccination pendant la grossesse. Les 2 sont au choix. Il y a un document de la HAS qui explique un peu les bénéfices, risques de chaque méthode. Mais voilà, c'est au libre choix des parents. En tout cas, si on vaccine la femme enceinte pendant la grossesse pour la protéger et surtout pour qu'elle transmette les anticorps in utero à l'enfant, la vaccination des femmes enceintes contre le VRS, donc je vous l'ai dit, ça se fait entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Il y a des dates de campagne vaccinale, ça se fait pendant la campagne de vaccination. En général, les dates sont calquées à peu près sur la grippe, grosso modo, et c'est une dose unique. Voilà. Pour l'instant, la vaccination des femmes enceintes se fait qu'à partir de l'âge de 18 ans. Il n'y a pas d'indication à revacciner s'il y avait des grossesses ultérieures pour le moment. Voilà. Donc, pour mettre un petit peu en pratique tout ça, on va prendre le cas, là, cette fois, c'est Fanny, qui a 26 ans. Donc, c'est sa première grossesse. Elle est à 31 semaines d'aménorrhée. Et donc, elle vient faire le point sur les vaccins. Alors, quand vous regardez son carnet de santé, elle a fait 2 doses de RER quand elle était bébé. Donc, a priori, le RER, elle est à jour. Elle a fait du Gardasil, donc pour le papillomavirus, donc ça, c'est bon. Elle a fait l'infection varicelle à l'âge de 15 mois. Bon, de toute façon, varicelle, c'est un vaccin vivant. On n'aurait pas pu la vacciner pendant la grossesse. Et puis, elle a fait le vaccin DTP coqueluche à l'âge de 25 ans. Très bien. Alors, première question, je viens de vous dire, elle a fait le rappel DTP coqueluche à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'elle a besoin de refaire le vaccin enceinte? Alors là, la réponse est oui. Des fois, les femmes enceintes, elles vous disent « Oula, mais je l'ai fait l'année dernière, je ne vais pas le refaire ». Là, vraiment, c'est bien d'expliquer ce que je viens de vous dire au comptoir, hein, c'est de leur expliquer que même si à 25 ans, elle a fait son vaccin, elle s'est protégée, elle. Donc là, à 26 ans, elle n'aurait pas besoin de refaire le vaccin puisque elle est protégée. Mais on va quand même la revacciner pendant la grossesse, uniquement pour qu'elle refabrique des anticorps qui vont passer chez l'enfant. Donc là, le but, ça va vraiment être de protéger l'enfant. Et donc, pour caricaturer un petit peu, pour que ça rentre bien dans les esprits, pour caricaturer, si vous aviez une femme qui est enceinte, je ne sais pas, mais j'exagère, mais une fois par an pendant 10 ans, et ben chaque année, à chaque grossesse, on va lui refaire un vaccin DTP coqueluche pour protéger l'enfant en question. Voilà. Deuxième question, on est début novembre. Donc, on a vu que Fanny, elle était à 31 semaines d'aménorrhée. Quel vaccin est-ce qu'on peut faire? Elle vous dit, voilà, je suis enceinte, je veux voir tous les vaccins que je pourrais faire aujourd'hui. Alors, le vaccin grippe, on est début novembre, donc a priori, on est pendant la campagne vaccinale. La grippe, ça se fait à n'importe quel moment de la grossesse, donc grippe, on peut faire. Vaccination Covid, pareil, on est au moment de la campagne vaccinale, novembre, c'est les dates.
Covid, ça peut se faire à n'importe quel moment de la grossesse. Donc, Covid, on peut faire. Le VRS, c'est pendant la campagne de vaccination. Donc, pareil, a priori novembre, on est dans les dates de vaccination VRS. Par contre, le VRS, ça se fait qu'à partir de 32 semaines d'aménorrhée. Donc là, on est obligé d'attendre encore une grosse semaine pour la vacciner. On ne peut pas vacciner avant 32 semaines d'aménorrhée pour le VRS. Et puis la coqueluche. La coqueluche, il n'y a pas de moment. On peut vacciner à n'importe quel moment de l'année. Par contre, la coqueluche, ça doit être fait entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Là, elle est à 31 semaines, elle est pile poil, donc on peut lui faire la coqueluche. Voilà. Donc là, on pourrait faire grippe, Covid et coqueluche. Le VRS, il faut encore attendre un petit peu. Dernière question, vous administrez à Fanny le vaccin contre la coqueluche aujourd'hui. Dans combien de temps est-ce que vous pourrez refaire le vaccin contre le VRS? Alors, ça, je voulais mettre cette question parce que sur les co-administrations, quasiment tous les vaccins non vivants, on peut co-administrer le même jour. On peut faire plusieurs vaccins le même jour. Ça, c'est une des rares exceptions, c'est le VRS et le DTP coqueluche. Pour des questions d'efficacité, on doit les espacer de 14 jours, que ça soit l'un ou l'autre en premier. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le dire, parce que c'est une des rares exceptions et c'est un cas auquel vous pouvez être confronté, notamment quand on vaccine les femmes enceintes. Donc, entre un VRS et un DTP coqueluche, que ça soit l'un ou l'autre en premier, on est censé attendre 14 jours entre les deux. Voilà, donc on a vu un petit peu les différents vaccins qu'on pouvait faire chez les ados et les jeunes adultes. On a vu la vaccination des femmes enceintes. Bon, j'espère que voilà, on a essayé de faire un webinaire qui soit quand même assez court pour pas vous prendre trop de votre temps de pause. Mais voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Je vous ai fait une petite diapo quand même récap. Donc, en gros, nous en pharmacie, souvent je dis il y a 3 grandes populations qu'on vaccine en officine. Il y a les ados et les jeunes adultes. Ensuite, il y a à l'âge adulte le rappel des TP coqueluche à 25 et 45 ans. Et après, il y a de nouveau une grande population qu'on vaccine, c'est les patients âgés à partir de l'âge de 65 ans. Pour le thème d'aujourd'hui, qui était les adolescents et les jeunes adultes, finalement, le but, c'est vraiment d'être proactif et de ne pas attendre qu'il y ait des prescriptions des médecins, parce que même si les médecins prescrivent de plus en plus, les couvertures vaccinales sont encore insuffisantes pour beaucoup de vaccins. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer, si vous avez une ordonnance d'un médecin pour du Gardasil 9, pour le papillomavirus, il ne faut pas hésiter à parler des autres vaccins qui peuvent être faits chez cette population des ados et des jeunes adultes. Donc, pour résumer, chez les ados et les jeunes adultes, on va avoir en systématique le DTP coqueluche, le rappel entre 11 et 13 ans. En systématique filles et garçons entre 11 et 19 ans, on va avoir le vaccin contre le papillomavirus. Et maintenant, on peut aussi proposer en systématique entre 11 et 24 ans le vaccin contre les méningocoques ACWY. En plus, vient se rajouter le vaccin contre l'hépatite B qu'on peut faire entre 11 et 15 ans si le patient n'a jamais été vacciné avant. Le méningocoque, je le mets un peu entre parenthèses parce qu'il y a une espèce de petit flou juridique encore sur est-ce qu'on peut le faire ou pas. Donc voilà, ça, il faut attendre que les textes officiels et dans le calendrier vaccinal, que ça soit inscrit de façon un peu plus claire. Et puis, pour rappel aussi, grippe et Covid, sachez qu'on peut le proposer à tout le monde. La grippe, on peut le faire dès l'âge de 11 ans à tous les patients qui le souhaitent. Et Covid, en pharmacie, on peut même injecter et prescrire dès l'âge de 5 ans. Voilà. Donc, en tout cas, DTP coqueluche, papillomavirus, méningocoque ACWY en systématique, hépatite B s'il y a besoin, s'il n'y a jamais eu de vaccin, et sur demande, enfin voilà, au bon vouloir des patients, selon s'ils sont à risque, enfin, voilà, on peut aussi proposer la grippe et le Covid. Voilà, j'espère que ça vous a fait un petit point un petit peu sur les différents vaccins qu'on peut faire chez les adolescents et les jeunes adultes. Ça permet de remettre un petit peu les idées en place et savoir quel vaccin on peut proposer et aussi maîtriser un petit peu mieux les schémas de vaccination pour avoir moins peur de se lancer et en parler au comptoir. Si jamais vous avez besoin de trouver des infos, parce que voilà, là, le topo était un peu complet et peut-être que vous n'aurez pas tout retenu. Si jamais vous avez besoin de trouver des infos, alors, il faut savoir qu'en pharmacie, le texte de référence qui fait foi, c'est le calendrier vaccinal de l'année en cours. Le calendrier vaccinal, vous tapez calendrier vaccinal 2025 sur Internet, vous le trouvez, il est publié sur le site du ministère de la Santé. Et puis, vous avez 2 autres sites qui sont très bien faits. Vous avez Vaccination Info Service et mesvaccins.net qui permettent de retrouver pas mal d'informations aussi. Voilà. Donc, je tenais aussi, avant de finir ce petit topo, à remercier chaleureusement donc, les laboratoires Pfizer et puis surtout les URPS pharmaciens Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bretagne qui ont permis que
que le webinaire soit possible et puis qu'on soit nombreux à participer à ce webinaire aujourd'hui. Et puis, donc, on va pouvoir passer aux questions parce que je pense que je vous ai donné beaucoup d'infos. Il y a peut-être des choses qui vous paraissent pas claires ou des points sur lesquels vous voulez des précisions. Donc je laisse place à quelques… On va prendre une dizaine de minutes s'il y a des questions. Voilà, merci à tout le monde pour votre attention et place aux questions. Alors, j'avais une question de Florence qui me mettait « Certains médecins généralistes remettent des doses entières de coqueluche à 11-13 ans alors que les recommandations préconisent des doses atténuées. Est-ce que c'est OK ?» Alors, effectivement, officiellement, un des seuls cas où on est censé mettre des grandes doses à 11-13 ans, c'est s'il y a eu une petite dose qui a été faite à 6 ans. Donc, si jamais les médecins ont des doutes, qu'ils ne savent pas quel vaccin a été fait à 6 ans, parce qu'il y a eu des périodes où il y avait des ruptures, ce que je disais, on peut switcher entre les deux. Par contre, normalement, si à 6 ans, il y a eu un grand dosage qui a été fait, en théorie, entre 11 et 13 ans, il n'y a pas besoin de mettre un grand dosage, on peut faire un petit dosage suffit. Après, médicalement, bon, ça c'est un avis personnel, hein, mais médicalement, pour moi, il vaut mieux dans ce sens-là de faire 2 fois des grands dosages si on a un doute que de faire 2 fois des petits dosages. Parce qu'on sera pas, il n'y a pas de risque d'être surprotégé, par contre, il y a un risque de ne pas être assez immunisé. Donc voilà, si vous avez une prescription d'un médecin, si c'est vous qui le prescrivez, il faut essayer de respecter le schéma de vaccination. Par contre, si vous avez une prescription d'un médecin, c'est vrai que moi, s'il y a un grand dosage qui est mis à 11-13 ans, j'ai tendance à moins me poser de questions parce que je me dis, voilà, s'il y a 2 grands dosages qui sont faits, il n'y a pas de risque de survacciner. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Il y avait une question de Marie. Alors, pour les ados, s'ils n'ont pas fait toutes les doses dans l'enfance, il n'y a pas un tableau de rattrapage à partir de 11 ans. Alors, le schéma, s'il y a des retards de vaccination, normalement, c'est le schéma de primo-vaccination que je vous ai présenté pour le DTP coqueluche avec 3 doses. Et c'est vrai que c'est un schéma à partir de l'âge de 14 ans. Entre 11 et 14 ans, il y a des schémas de vaccination qui existent, qu'on peut retrouver dans le calendrier vaccinal. Mais de toute façon, ça, on est censé avoir un avis médical et une prescription du médecin. Voilà, parce que c'est des cas un peu complexes, il faut vraiment aller fouiller, vérifier tous les vaccins, d'autant plus que en matière de vaccination, ça change beaucoup. Quand vous regardez les carnets de vaccination des patients, souvent quand ils ont fait des vaccins bébés, c'est des spécialités qui n'existent plus maintenant. Donc voilà, ça vous cassez pas trop la tête. Moi, je vous conseille de demander aux patients de voir avec son médecin et de se faire prescrire le vaccin. Si déjà on vaccine tout le monde aux âges fixes dans les clous et qu'on fait les rattrapages, voilà, à partir chez les jeunes adultes et les ados et les adultes et les patients âgés, si on rattrape tout le monde et qu'on refait les rappels, c'est déjà très bien, je pense. Voilà. Pour les cas un peu complexes, c'est noté dans le calendrier vaccinal qu'il faut un avis médical. Alors, j'avais une question. Le Repevax est fourni avec une aiguille longue. Si l'ado est mince, vaut-il mieux commander des aiguilles courtes ou ne pas aller jusqu'au bout? Alors, donc ça, c'est une question sur la technique d'injection. Quand vous avez des vaccins où vous avez une petite et une grande aiguille, la petite aiguille, c'est vraiment à réserver aux enfants petits, donc 6, 7, 8 ans. Nous, en général, on vaccine à partir de l'âge de 11 ans. Donc 11 ans, c'est déjà la grande aiguille. Dans tous les cas, quand vous avez un doute en matière de vaccination, il vaut mieux toujours prendre la grande aiguille, quitte à aller un peu trop loin, parce que le risque, c'est que si vous prenez la petite aiguille, le risque, c'est d'injecter trop en surface, en sous-cutané ou trop en surface et de perdre en efficacité. Il faut savoir que globalement, il y a beaucoup de, alors pas tous, mais il y a beaucoup de vaccins pour lesquels l'injection en sous-cutané, donc plus en surface, l'intramusculaire, c'est plus profond. Mais le sous-cutané, il y a beaucoup de vaccins pour lesquels on perd un petit peu en efficacité. C'est pour ça d'ailleurs que, alors, il y a des vaccins qui sont validés en injection sous-cut parce qu'il y a eu des études qui ont montré que l'efficacité était quand même correcte. Mais il y a des vaccins pour lesquels la voie sous-cut n'est pas validée parce que justement, on perd un petit peu en efficacité vaccinale. Donc, dans le doute, moi, je préfère toujours prendre l'aiguille longue, qui, de toute façon, il n'y a pas de risque d'aller trop loin. Mais voilà, plutôt que l'aiguille courte.
L'aiguille courte, c'est vraiment à réserver, c'est plutôt pour en pédiatrie ou vraiment les patients anorexiques. Mais voilà, même quand ils sont très très maigres, moi je prends l'aiguille longue. Alors, la question suivante, si départ à l'étranger sans facteur de risque connu et plus de 16 ans, peut-on prescrire et vacciner? Qu'en est-il du remboursement? Alors, je ne sais pas par rapport à quel vaccin c'est cette question, mais pour faire simple, en gros, si le patient vient vous demander un vaccin pour un voyage, on ne peut pas. On peut, à la limite, la seule chose qu'on peut faire, c'est délivrer avec une prescription d'un médecin, mais on ne peut ni prescrire ni injecter un vaccin si c'est pour un voyage. Par contre, si vous trouvez une autre raison de faire le vaccin que le voyage, là, on peut. Typiquement, si vous avez un patient, par exemple, qui vous dit voilà, je voudrais faire un vaccin méningocoque ACWY parce que je pars en voyage et que ce patient-là, il a 18 ans, en fait, vous pouvez le vacciner parce que vous avez la raison de l'âge, puisque finalement, on peut vacciner le méningocoque, ACWY, on peut vacciner entre 11 et 24 ans. Donc, même si c'est pour un voyage, si vous avez une autre raison, par exemple liée à l'âge, là, vous pouvez vacciner. Pareil pour l'hépatite B. Si l'hépatite B, c'est que pour un voyage, en théorie, on n'a pas le droit. Mais par contre, si le patient vous dit, ben voilà, moi, je veux faire aussi le vaccin hépatite B parce que je change régulièrement de partenaire sexuel, etc. Ben là, on rentre dans les clous. Donc, en gros, voyage, non. Mais si on trouve une autre raison que le voyage officiel de faire le vaccin, là, on peut. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, il y avait la question suivante sur le Bexsero. La personne demande s'il y a marqué le Bexsero n'est pas au calendrier vaccinal chez les ados. On ne peut ni prescrire ni vacciner, c'est bien cela. Alors, j'ai pas de réponse très très claire, hein, malheureusement. Donc Bexsero, c'est le méningocoque B. En fait, si vous regardez donc le texte sur lequel on doit se fier nous en pharmacie, c'est le calendrier vaccinal. Sur le calendrier vaccinal, il est marqué possibilité de proposer. C'est pas marqué il est recommandé de vacciner les ados. Il y a marqué possibilité de proposer. Donc il y a un gros flou juridique sur le sujet, sur est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on serait couvert au niveau des assurances, la responsabilité, tout ça. Moi, les dernières informations que j'ai eues, j'ai posé la question à un conseiller ordinal. On m'a répondu que tant que c'était flou, on nous conseillait de ne pas ni prescrire ni injecter. Que pour l'instant, ça restait par le médecin tant que c'était pas écrit un peu plus clairement au calendrier vaccinal. Voilà. Donc, mais bon, c'est pas une réponse officielle, hein, c'est que y a une espèce de flou. C'est pas marqué de façon claire dans le calendrier vaccinal. Donc, pour l'instant, on recommande de laisser ça au médecin. Et en attendant, il y a des chances que la prochaine fois que le calendrier vaccinal, que ça soit écrit de façon un peu plus claire et que ça soit bien marqué recommandation de vacciner cette population. Mais pour l'instant, alors, sauf cas particulier où il y a des décisions locales de l'ARS. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, il faut attendre que le flou juridique soit un peu levé. Alors, il y a quelqu'un qui me demande l'ACWY est sorti en obligatoire. Alors oui, chez les bébés, mais ça vient de sortir. Et donc, du coup, pour les ados et les jeunes adultes, c'est des vaccins qu'ils n'ont jamais fait. Donc, du coup, on repropose la vaccination entre 11 et 24 ans pour le ACWY, pour les méningocoques, parce que c'est des patients qui n'ont jamais été vaccinés dans l'enfance. Voilà. Et de toute façon, si je dis pas de bêtises, de mémoire, les enfants qui ont eu le vaccin ACWY bébé, parce qu'il est passé en obligatoire, dans tous les cas, il y a une dose qui est prévue entre 11 et 24 ans en rappel. Donc, même s'ils ont été vaccinés bébé, on refait une dose entre 11 et 24 ans. Et donc ça, par contre, le ACWY, on peut le prescrire et l'injecter, c'est inscrit de façon… C'est pas la même chose que le B, hein. Ça, c'est inscrit clairement au calendrier, on peut le faire, on peut l'injecter. Alors, j'ai une question d'Isabelle. Ça, c'est une question qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup de changements. Peut-on prescrire aux femmes enceintes le vaccin Covid? Je pensais qu'il fallait l'accord du médecin. Alors, effectivement, si on remonte il y a quelques années, là, en pleine période Covid, il y a eu un moment où il fallait une ordonnance médicale pour la vaccination des femmes enceintes contre la Covid. Maintenant, le vaccin Covid est inscrit au calendrier vaccinal. Et donc, le texte de loi prévoit qu'on a le droit de prescrire et d'injecter tout ce qui est inscrit au calendrier. Donc, pour les femmes enceintes, on n'a plus besoin de prescription du médecin.
Mais c'est vrai que ça a été le cas à un moment. Mais à l'heure actuelle, maintenant, Covid, grippe, DTP coqueluche et VRS, on peut prescrire et injecter sans passer par le médecin pour les femmes enceintes. Il y a une question, est-ce qu'on peut vacciner le même jour le méningocoque B et le ACWY? Alors ça, de mémoire, je ne sais plus, parce que c'est vrai que le B, du coup, on le fait pas pour l'instant quasiment en pharmacie. Globalement, il y a des recommandations. Alors sur les co-administrations, la HS a publié un document qui dit qu'on peut, pour les vaccins non vivants, on peut faire jusqu'à 4 vaccins le même jour sur des sites d'injection différents. Donc, il faut quand même espacer de 3 cm à peu près entre les injections. Mais on peut aller jusqu'à 4 vaccins non vivants différents le même jour. Ça, c'est la HS qui le dit. Après, sur vraiment les co-administrations entre spécialités, il faut. Alors, la réponse, vous l'avez dans les RCP. Il faut regarder dans les RCP de chaque vaccin. Est-ce que c'est validé en co-administration? Mais s'il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas, a priori, moi, voilà, faudrait que je recherche exactement pour le B et le ACWY ensemble. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Parce que c'est des vaccins non vivants. Il faut juste les faire à des sites d'injection différents. Alors, il y a une question de Anne qui demande comment reconstituer le Nimemrix ne contient pas d'aiguille longue et bouchon qui ne permet pas de prélever toute la dose. Alors, normalement, le Nimemrix, il est censé être livré avec le matériel. Alors, je crois qu'il y a eu des ruptures sur le matériel, donc voilà, faut réclamer au grossiste le petit kit qui est fourni. Et en théorie, il y a 2 aiguilles dans le Nimemrix. Il y en a une qui, au niveau du diamètre, est beaucoup plus épaisse et qui est longue. Donc, il y en a une longue et épaisse qui sert à diluer le vaccin. Et après, vous en avez une plus fine qui sert à l'injection. Et donc, là, l'aiguille est prévue pour. S'il n'y en a qu'une seule qui est fournie pour l'injection, même si elle paraît pas très longue, c'est l'aiguille qu'il faut utiliser, qui est validée pour l'injection chez les adultes. Donc, vous prenez celle gros calibre pour faire la dilution. Et pour injecter, c'est celle qui est plus fine. Voilà. Et après, normalement, de mémoire, le Nimemrix, il faut mettre tout le solvant et après, il faut prélever l'intégralité de la dose. Donc, vous prélevez tout ce que vous pouvez. Il faut bien penser, quand vous prélevez la dose, à mettre l'aiguille tout en bas du flacon pour vraiment aspirer la fin du flacon. Mais c'est vrai qu'il y a toujours quelques petites gouttes qui restent dans le flacon. On peut pas, voilà, ça c'est mécanique. On peut pas prélever absolument tout à 100%, mais on essaye de faire au mieux, quoi. Alors, il y avait une question pour l'hépatite B. Faut-il faire une prise de sang après le schéma de vaccination? Alors, c'est un peu au cas par cas. Ça dépend. Par exemple, je pense que ça concerne peut-être cette question pour les étudiants en santé, parce qu'on a pas mal le cas en ce moment de demandes sur ça. Pour les étudiants en santé qui font le schéma accéléré avec l'Angérix B20, donc c'est J0, J7, J21, et après il y a une dernière dose au bout d'1 an. Le problème, c'est que comme c'est des schémas accélérés et qu'il faut qu'ils soient à jour pour la rentrée, on n'a pas le temps de faire la dose à 1 an. Il faudra qu'il la fasse, cette 4e dose au bout d'1 an. Mais du coup, comme ils font que 3 doses pour la rentrée au lieu des 4 complètes, qui font pas le schéma vaccinal complet, c'est vrai que l'université demande à ce qu'il y ait une prise de sang qui soit faite pour vérifier qu'au bout des 3 premières doses, il y a quand même une protection efficace. L'hépatite B, c'est vrai que c'est un vaccin où, que ça soit les immunodéprimés ou les immunocompétents, c'est un vaccin où il y a certaines personnes qui répondent un peu moins que d'autres. Donc, nous, en pharmacie, si on ne nous le demande pas, on fait le schéma classique et pas de prise de sang. Mais voilà, en fonction des situations, faut voir au cas par cas avec le médecin. Mais c'est vrai que dans certains cas, on peut demander une prise de sang pour vérifier que la personne a bien répondu. Et de mémoire, si la personne ne répond pas assez à la vaccination, on peut aller jusqu'à 6 doses au total de vaccin hépatite B en espérant que la personne réponde correctement. Et par contre, à partir de 6, je crois qu'on s'arrête. Voilà.
Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Alors, il y avait une question, les schémas de vaccination des immunodéprimés, est-ce qu'on considère que c'est au calendrier vaccinal? Si c'est écrit, oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de vaccins où il y a des schémas particuliers, hein. Il y a l'hépatite B, notamment. C'est un des principaux qui me vient en tête. Après, de toute façon, la plupart des vaccins qu'on fait, c'est des schémas classiques pour les immunodéprimés. Le DTP coqueluche, c'est comme en population générale. Le Gardasil et le papillomavirus, c'est comme en population générale. Le méningocoque aussi. Le Shingrix, c'est le même schéma de vaccination pour le zona. C'est juste que par contre, les immunodéprimés, pour le zona, on vaccine à partir de 18 ans au lieu de 65 ans s'ils sont immunodéprimés. Donc, celui qui me vient le plus en tête avec un schéma particulier immunodéprimé, c'est l'hépatite B. Et pour l'hépatite B, ce fameux schéma à double dose, pour les immunodéprimés, il est inscrit au calendrier vaccinal. C'est écrit dans le texte, le fameux document que je vous disais qui était accessible sur le site du ministère. Donc, le calendrier vaccinal, il y a bien noté le schéma double dose là, pour les immunodéprimés, pour l'hépatite B. Donc, on a le droit de le prescrire comme ça et on a le droit de l'injecter sans passer par le médecin. Alors, et la personne me dit, j'ai eu des prescriptions pour adultes où ils devaient repartir à 0 pour tout. Alors, si vous prescrivez et que vous injectez, que c'est vous qui prenez toutes les décisions, faut savoir qu'en matière de vaccination, quels que soient les vaccins, normalement, quand on a une preuve de vaccination antérieure, on recommence pas le schéma à 0. Ça, c'est valable pour tous les vaccins, on reprend là où on s'est arrêté. Après, si le médecin décide de refaire à 0 parce qu'il a un doute ou voilà pour X ou Y raison, des fois on ignore des fois les raisons. Si le médecin le fait comme ça, de toute façon en vaccination de façon générale, il n'y a pas de risque d'hyperimmunisation. Donc c'est plus une histoire que voilà, ça sert à rien de faire des doses en plus et de recommencer à 0 si le patient a déjà reçu des doses et qu'on a des preuves que l'injection a été faite. Après, si le médecin veut recommencer à 0, en tout cas, médicalement, il n'y a pas de risque de survaccination de toute façon. Quand on prend l'exemple, par exemple, du DTP coqueluche, le DTP coqueluche, je vous ai dit, une femme qui serait enceinte tous les ans pendant 10 ans, on lui fait 10 doses de vaccin, enfin, on lui fait une dose chaque année. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? C'est vrai que la vaccination, c'est un sujet où il y a beaucoup de questions parce que c'est quand même assez complexe. Donc voilà, ce que je disais en fin de topo, c'est que quand vous avez des doutes, de toute façon, le document qui fait foi, c'est le calendrier vaccinal qui est republié au moins une fois par an et qui souvent est même mis à jour en cours d'année. Donc ça, c'est un document d'une centaine de pages que vous retrouvez sur le site du ministère. Et à partir du moment où c'est noté là-dedans et que le patient a plus de 11 ans, on a le droit de faire. Donc tout ce qui est inscrit au calendrier vaccinal, on a le droit de faire. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont... Voilà, n'hésitez pas, profitez-en s'il y en a qui ont des questions qui vous viennent en cours de route. J'espère que ça a été clair, que je ne vous ai pas trop embrouillé et que ça ne vous paraît pas encore plus compliqué qu'avant. Pour les pharmaciens et les préparateurs qui ont un peu du mal à se mettre à la vaccination et qui ont... Parce que c'est vrai que pour l'instant, je trouve qu'on a tendance à attendre les prescriptions des médecins et que dès qu'on doit être proactif et qu'on doit nous proposer la vaccination, on a un peu plus de crainte. Moi, un truc vraiment que je conseille, que j'ai fait à la pharmacie et que du coup qui est utilisé par toute mon équipe et que je conseille en formation, c'est que je vous conseille de nommer une personne par vaccin et vous demandez à la personne qu'elle fasse une fiche récap. Donc, par exemple, moi, je me suis dit, voilà, je vais faire une petite fiche récap sur la vaccination méningocoque ACWY pour bien être au point. Et en fait, je me suis fait une fiche où j'ai noté qui on peut vacciner, donc quel âge. Donc voilà, j'ai mis entre 11 et 24 ans. Ensuite, je me suis noté les schémas de vaccination avec les délais entre les doses, voilà, si c'est des schémas à plusieurs doses. Et de l'autre côté de la fiche, j'ai les différentes questions à poser avant de vacciner pour la prescription. Donc, il y a est-ce que vous avez déjà fait des allergies? Est-ce que vous avez fait d'autres vaccins récemment? Est-ce que vous avez déjà mal réagi à des vaccins? Enfin, voilà, il y a un peu les petites questions classiques à poser avant de faire un vaccin. Est-ce que vous avez eu de la fièvre récemment? Enfin, voilà, ce genre de choses. Et donc, si vous faites une fiche par vaccin en mettant les populations qu'on peut vacciner, le schéma de vaccination et les questions à poser,
En fait, après, quand vous proposez au comptoir, vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser. Vous sortez la fiche, vous n'avez plus qu'à suivre. Ça vous permet déjà d'être un peu moins stressé et puis de discuter avec le patient et de pas penser il faut que je réfléchisse à ça. Voilà. Donc ça prend un peu de temps. Moi, j'avais pris, par exemple, pour le vaccin méningocoque, j'ai pris les 3 ACWY, j'ai pris les 3 vaccins qui existent en pharmacie. J'ai regardé un petit peu les RCP de chaque vaccin pour voir s'il y avait des questions particulières à poser sur ces vaccins. Comme ça vous donne un peu les questions à poser. Et puis voilà. Et après, ça vous prend une petite demi-heure, 1 heure à faire ce travail-là. Mais après, comme ça, vous pouvez le proposer et vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois les recherches, quoi. J'ai Catherine qui demande comment récupérer les slides. Alors ça, je vais laisser peut-être les URPS ou quelqu'un de chez Pfizer répondre s'il est prévu que le support soit partagé ou envoyé. Moi, en tout cas, il n'y a pas de souci s'il y a besoin d'être utilisé, il n'y a aucun problème à ce que je le partage. Mais voilà, je vais laisser les personnes des URPS ou de chez Pfizer répondre à la question. Parce que je ne sais pas si c'est prévu que le support soit partagé ou non. C'est Emmanuel de chez Pfizer. Le support appartient aux URPS, donc c'est eux qui vont prendre la décision. Bonjour, je suis Marine Lenay, je suis chargée de projet à l'URPS Pharmacien des Pays de la Loire. De notre côté, pour l'URPS Pharmacien Pays de la Loire, il sera disponible sur le site internet de l'Union. Voilà. Et pour l'URPS Pharmacien de Bretagne, il sera bien sûr diffusé en priorité aux officines qui s'étaient inscrites sur le webinaire et mis à disposition plus largement parce que c'est quand même des informations qui méritent d'être diffusées, partagées. Donc vous les aurez via les URPS. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Bon appétit pour ceux qui ont pas encore mangé, et puis bon courage pour ceux qui vont reprendre et qui vont rouvrir les pharmacies. En tout cas, voilà, merci à tout le monde. Je reste encore quelques minutes s'il y en a qui ont des questions. N'hésitez vraiment pas, profitez-en, même si c'est sur d'autres vaccins chez les patients âgés ou voilà, si c'est sur d'autres thèmes, il n'y a pas de souci. Je reste là pour y répondre. Et merci à tout le monde. Merci Alicia, c'était très clair. Merci beaucoup. Bon appétit et bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée.